Salut à tous et bienvenue sur Outstat Story. Ici, on prend le temps, on décortique une histoire, un événement ou un concept dont vous avez déjà entendu parler dans notre dernier épisode. L'idée, remonter aux racines, comprendre ce qui se cache derrière l'actualité et découvrir comment le passé éclaire le présent du sport. Outstat Story, c'est votre moment pour plonger au cœur des coulisses, là où le sport raconte bien plus que le match. Lors de notre échange avec Antoine et Olivier, nous avons abordé un sujet à la fois sensible et essentiel, celui de l'héritage laissé par l'organisation des grands événements sportifs. Nous avons tous en tête ces images de stades délaissés après les Jeux d'Athènes ou de Rio, ou encore des pistes de bobsleigh construites pour l'événement puis abandonnées. Des images spectaculaires, largement médiatisées qui soulèvent une question simple: que reste-t-il réellement une fois l'événement terminé ? Mais derrière ces grands symboles se cache une problématique beaucoup plus discrète et pourtant tout aussi importante. Celle de la seconde vie de milliers d'équipements, structures temporaires et objets achetés pour faire vivre l'événement. À l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, cette question de l'héritage a pris une importance toute particulière, et ce, dès le début du projet. Nous avons donc cherché à comprendre comment cette ambition a été pensée en amont, préparée tout au long du projet, et finalement concrétisée à travers les choix et les actions menées par la fonction achat. Alors tout d'abord, quand on parle d'héritage olympique, on pense souvent à ce qu'il reste après les Jeux. Pourtant, dans le cas de Paris 2024, l'héritage a commencé bien avant la cérémonie d'ouverture. Comme l'explique Olivier Debargue, cet enjeu était présent dès la candidature de Paris et faisait partie intégrante de la vision portée par Tony Estanguet et ses équipes. Et on voulait des jeux spectaculaires, on voulait des jeux ouverts à tous, et il y avait l'idée qu'on voulait faire des jeux spectaculaires et durables. Pour la direction des achats, cela s'est traduit donc par une idée simple, intégrer la question de la seconde vie dans chaque décision d'achat. L'objectif n'est pas seulement d'acheter ce qu'il fallait pour faire fonctionner les jeux, mais aussi de réfléchir à ce que deviendraient ces équipements une fois l'événement terminé. Et dans cette notion de développement durable, le premier pilier pour nous, c'est l'économie circulaire et la seconde vie, et donc l'héritage matériel des jeux. En gros, c'est de dire, dans tous les actes d'achat qu'on va être amené à faire, on va essayer de donner la meilleure dose ambitieuse mais réaliste de durabilité et d'héritage. Cette logique est donc allée jusqu'au bout du projet, car lorsque les jeux se terminent, il faut démonter les sites, récupérer le matériel et organiser la sortie. Et cette responsabilité est naturellement revenue à la direction des achats. Le chiffre qui résume le mieux cette philosophie est sans doute celui-ci. Sur nos actifs, ce qu'on appelle nos actifs, c'est-à-dire tous les biens matériels qu'on a été amené à acheter, pour 90% de ces actifs, la solution de sortie était prévue dès le départ. Pour concrétiser ce que tu disais, moi je suis arrivé, l'anecdote, Olivier, tu disais on fera pas comme Londres, où ils se sont retrouvés en fin de jeu avec des entrepôts remplis d'équipements, et c'était un peu qui veut vient pour se servir une grande braderie en fin de jeu où chacun se venait piocher. Pour parvenir à mettre en place cette seconde vie, Paris 2024 a développé plusieurs canaux de sortie adaptés à la nature des équipements concernés. Le premier canal consistait à faire en sorte que les équipements continuent à servir le sport français. Pour cela, Paris 2024 a travaillé avec l'Agence nationale du sport, l'ANS. Donc, avec l'ANS, on a trouvé un accord pour, d'une part, appeler l'ANS à nos côtés pour financer ces acquisitions d'équipements sportifs, mais avec la promesse et l'obligation à la sortie que l'ensemble de ces équipements reviennent au secteur sportif, soit au club, soit aux fédérations, sur la base de projets d'héritage qu'ils nous proposaient. L'exemple le plus emblématique de cette stratégie de réutilisation du matériel sportif est probablement celui des piscines de compétition, d'échauffement et d'entraînement utilisées à Paris La Défense Arena pour les épreuves de natation. Ces 3 piscines ont vu un héritage dans 3 villes de Seine-Saint-Denis, où c'est un département où il y a moins d'enfants qui savent nager, et il y a un déficit d'infrastructures, et donc ces 3 piscines ont été réinstallées dans des villes de Seine-Saint-Denis. Lorsque la réutilisation dans le sport n'était pas possible, une autre solution consistait à revendre des équipements. Une plateforme B2B a été créée pour permettre à des entreprises et à des professionnels de récupérer du matériel technique, comme des câbles, des équipements électriques, informatiques. Pour le grand public, Paris 2024 a également organisé 24 braderies partout en France, ce qui a permis à de nombreuses personnes de repartir avec un souvenir des jeux. Enfin, de nombreux équipements sont également partis via des ventes aux enchères. Le dernier canal utilisé par la direction des achats pour donner une seconde vie aux équipements et aux objets a été celui du don ou du recyclage. Paris 2024 a notamment travaillé avec Emmaüs, la Croix-Rouge ou le Secours Populaire. L'exemple le plus parlant est sans doute celui des fameux lits au sein du village olympique. Les chambres des athlètes au village olympique étaient équipées du fameux lit en carton avec le matelas, plus la table de nuit et la lampe de chevet. On a fait don de cela à Emmaüs Défi, qui est une filière d'Emmaüs, et qui permettait d'équiper des gens qui sortaient de la rue et qui avaient un premier logement. Et donc ça, c'était le côté héritage plutôt caritatif. Enfin, lorsque ni la réutilisation, ni la revente, ni le don n'étaient possibles, des filières spécialisées permettaient de recycler d'autres
d'autres matériaux comme le bois ou le fer. Bien sûr, malgré toute l'anticipation mise en place par les équipes de Paris 2024, certains équipements n'avaient pas de solution de sortie identifiée dès le départ. C'est notamment le cas de nombreux casiers métalliques récupérés à la fin des Jeux sur les différents sites olympiques. Alors on en avait qui étaient en bon état, qu'on a pu faire reprendre et racheter d'occasion. Et puis nos équipes logistiques se sont mises à réparer les casiers qui étaient parfois un peu endommagés pour pouvoir les revendre. Et mieux encore, pour les casiers vraiment endommagés, on n'avait vraiment pas beaucoup de solutions. On s'est dit, bon là, on est quand même un peu battu. Eh ben non, parce que on a fait appel aux pompiers. Et les pompiers nous ont dit, c'est super, les casiers abîmés, c'est vachement bien parce que nous, on fait des exercices d'extinction de feu. On a besoin de vieux casiers qu'on peut faire brûler. Et donc, plus ils sont endommagés, plus ça nous intéresse. Et donc, on a réussi à sortir un volume dingue de casiers abîmés pour leur donner une vraie seconde vie, même s'ils sont un peu passés au lance-flamme. Malgré ces résultats très positifs, une question demeure, celle de l'héritage, de cette politique d'héritage. Pour Antoine Mercer, les principes développés pendant les Jeux peuvent être aujourd'hui appliqués à l'échelle des clubs, des fédérations ou de tout organisateur d'événements sportifs. En fait, on va repenser le modèle d'appro. Et ça, c'est un peu nouveau parce que les clubs, c'est vrai que les stocks sont d'une année à l'autre, sont logotypés sur une saison ou l'autre. Donc, il y a des choses qui sont c'est des consommables. Mais nous, on essaye pour tout ce qui est pas, on va dire, charté avec des choses périssables, on va essayer de se dire, on capitalise sur l'existant, on mutualise, on crée des centrales d'achat pour que des clubs achètent en commun. Donc ça, c'est un vrai héritage des Jeux qu'on porte, c'est de repenser le modèle et de faire des achats par essence responsables. En fait, on peut plus acheter comme avant et ça, c'est une vraie logique à mettre en place et à faire infuser. Ainsi, quand on parle d'héritage olympique, on pense souvent aux stades, aux infrastructures ou aux équipements emblématiques. Pourtant, l'une des réussites les plus discrètes de Paris 2024 se trouve peut-être ailleurs, dans la manière dont des milliers d'objets ont été pensés, non seulement pour servir les Jeux, mais aussi pour continuer à être utiles après eux. Et finalement, l'héritage de Paris 2024 ne se limite peut-être pas seulement à la seconde vie des équipements, il réside aussi dans une nouvelle manière de penser l'achat sportif. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode d'Outstad Story. N'hésitez pas à aller écouter nos autres contenus et à nous retrouver sur les réseaux sociaux.